OK. Donc, en fait, pour ceux qui étaient en ligne et qui ne m'avaient pas entendu, je remercie Madame Aubertin de son invitation, je remercie tous les collègues de m'avoir accueilli aujourd'hui et je disais que j'étais ravi d'être là ce soir parmi vous. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est la sarcopénie. Alors, ce qu'il faut bien conserver à l'esprit tout d'abord, c'est que la sarcopénie, c'est un concept nouveau pour la médecine. Par rapport à l'ostéoporose, par rapport à l'arthrose qu'on connaît depuis des dizaines, presque une centaine d'années, la sarcopénie est un cadre nosologique qui a commencé à être défini, comme vous le voyez, à peine il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait et qu'il y avait, avec l'âge, un certain déclin des structures musculaires, un changement de la composition corporelle qui se traduisait par des conséquences assez dramatiques sur le plan clinique. Et ce n'est qu'en 2016, donc il y a 6 ans, que la sarcopénie a été reconnue non plus comme un syndrome, mais comme une maladie. Donc c'est très très jeune par rapport à beaucoup d'autres affections que nous sommes amenés à rencontrer. Et lorsque la sarcopénie a été reconnue comme une maladie en 2016, ça a été l'espèce de manne céleste. Tout le monde s'est dit, mais c'est formidable, maintenant que la sarcopénie est reconnue clairement par l'ICD-10 comme une maladie, les laboratoires pharmaceutiques vont développer des médicaments, nous allons pouvoir soigner nos patients. Aujourd'hui, combien il y a de médicaments pour la sarcopénie? 0. Combien le marché de la sarcopénie? 0,0. Alors, si on compare ça, par exemple, aux 6 milliards annuels de l'ostéoporose, on se dit qu'il y a un problème pour des pathologies qui, somme toute, sont assez voisines. On a une perte de masse progressive avec l'âge qui se traduit par une perte de fonction, par une perte de performance qui est plus importante. Ça frappe à peu près les mêmes individus et on a des conséquences qui sont à peu près similaires. On a des chutes avec des conséquences, on a des fractures, hospitalisation et décès. Donc on se demande pourquoi, en sarcopénie, en 6 ans, alors que tous les laboratoires pharmaceutiques ont dans leur tiroir un produit qui pourrait traiter la sarcopénie, on se demande pourquoi en sommes-nous toujours à cette situation d'échec complet où nous ne pouvons pas apporter à nos malades ce qu'ils méritent, ce qu'ils devraient recevoir. Il y a donc un problème clinique, un problème éthique, un problème financier, un problème social. Alors, nous avions organisé avec la Société européenne que j'ai le plaisir de présider, nous avons organisé une petite réunion il y a quelques années maintenant, il y a 7 ou 8 ans, sur la sarcopénie, et ce qui nous avait frappé, c'est qu'il n'y avait aucun consensus dans la définition de la sarcopénie et dans les paramètres que nous devions utiliser pour la screener, pour la dépister, pour la diagnostiquer, et quels étaient également les paramètres qui étaient le plus importants en termes de ce que nos amis anglo-saxons appellent de most relevant clinical endpoint, donc les critères d'évaluation qui méritaient d'être pris en considération. Et il faut reconnaître que depuis lors, ça n'a pas beaucoup changé non plus. En termes de définition conceptuelle de la sarcopénie, il y a relativement peu de débats. J'ai pris ici l'article de 2010 du consortium européen provenant de la Société européenne de l'OIGMS, Société européenne de gériatrie, où on est assez d'accord pour dire que c'est quoi la sarcopénie? C'est une maladie systémique. C'est une maladie systémique qui se caractérise par un déficit progressif de masse et de force musculaire qui entraîne des conséquences cliniques dont nous avons parlé, qualité de vie, chute, hospitalisation, décès, fracture et décès. Alors ça, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le musculo-squelettique au sens large du terme, ça ressemble quand même très fort à un coupé-collé de la définition conceptuelle de l'ostéoporose qui avait été publiée en 1994, donc 18 ans avant que la sarcopénie soit reconnue comme étant une maladie, par l'OMS, et qui dit qu'est-ce que c'est? Que c'est une maladie systémique qui se caractérise par une perte progressive de masse et de fonction osseuse et qui entraîne des conséquences cliniques, chute, hospitalisation, fracture, décès. Donc on est en miroir. Ce qui a changé et ce qui n'est pas obtenu aujourd'hui dans la sarcopénie, on va en parler bien entendu, c'est une définition opérationnelle, c'est-à-dire quelque chose que l'on puisse mettre en place dans un cabinet de consultation, qui puisse être utilisé par les agences réglementaires pour définir quels sont les malades qui doivent être inclus dans une étude, qui puisse être utilisé par les agences réglementaires pour dire que devons-nous utiliser comme critère d'évaluation principal, et subséquemment qui peut être utilisé par les maisons de pharmacie pour faire un plan de développement cohérent d'un médicament qui leur permette d'obtenir une autorisation de mise sur le marché et de mettre ce médicament à disposition des patients.
Alors, l'approche dichotomique de l'ostéoporose, vous la connaissez, mesure de la masse osseuse par DXA, ce fameux seuil magique de moins 2,5, on est ostéoporotique en dessous, on n'est pas au-dessus. Ça prête à la critique, comme toute définition arbitraire, ça prête à la critique. Mais ça a l'énorme avantage d'être pratique, d'être facile à mesurer et d'être immédiatement applicable en clinique et en développement translationnel et en développement clinique également. Alors, dans les tentatives de ce groupe de travail qu'il faut louer, parce que je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon boulot, de la Société européenne de gériatrie, eh bien, ils ont suggéré que la définition opérationnelle de la sarcopénie devrait prendre en considération à la fois la masse musculaire, qui doit être basse, et la fonction musculaire, soit sous la forme de la force, soit sous la forme de la performance. Et on a abouti à cet algorithme que vous connaissez certainement et que moi je trouve tout à fait impraticable. Si vous avez un truc pareil au cabinet du médecin, si vous devez recruter des malades dans une étude clinique sur cette base, vous voyez, il y a une première mesure de la vitesse de marche. En fonction de celle-ci, vous pouvez mesurer soit la masse musculaire, soit la force de préhension. Il y a des seuils différents pour les hommes et pour la femme. C'est extrêmement compliqué, c'est rigoureux sur le plan scientifique, c'est très bien construit, mais ce n'est pas pratique, ce n'est pas ça qu'on appelle une définition opérationnelle, d'autant plus qu'à peu près en même temps, le groupe nord-américain a proposé d'autres critères d'évaluation avec d'autres seuils. Donc, on est dans le flou artistique le plus complet. Vous voyez que les chiffres ne sont pas les mêmes ni pour l'homme, ni pour la femme, ni pour la masse musculaire. Il y a à peu près que sur la vitesse de marche où on s'accorde. Pour tout le reste, il y a des seuils différents, ce qui ne me semble pas très pertinent parce que on ne peut pas dire que d'avoir un petit déficit d'1 kilo en grip strength, ça change réellement la face du monde. Je pense qu'il serait peut-être utile que tout le monde se mette d'accord. Alors, ce qui a beaucoup été utile également dans l'ostéoporose, et je le prends en parallèle parce que ce sont des maladies qui sont, comme j'ai dit, tellement proches l'une de l'autre, c'est que l'IOF a développé ce qu'on appelle le one-minute risk test. Ça veut dire qu'en 1 minute, on peut faire une première forme de screening qui permet éventuellement d'orienter les patients qui doivent ou non bénéficier d'un examen d'absorptiométrie, de densitométrie osseuse. C'est très simple, c'est quelques questions, 1 minute au cabinet des soins de santé primaires, 1 minute dans le cabinet du rhumatologue, du gériatre, de l'endocrinologue, peu importe la spécialité qui traite cette pathologie. Et dans la sarcopénie, on a quelque chose qui ressemble un peu, qui est ce SARC-F, qui a été développé par John Morley il y a une petite dizaine d'années et que nous avions traduit et validé en français, où on part également de 5 questions relativement simples. Hein. Avez-vous des difficultés pour lever et transporter 4,5 kg? Avez-vous des difficultés pour traverser une pièce? Avez-vous des difficultés pour vous lever d'une chaise? Avez-vous des difficultés pour monter 10 marches? Combien de fois êtes-vous tombé? Et chaque fois, l'évaluation se fait entre 0 et 2. Dès qu'on dépasse 4 points, on est considéré comme étant sarcopénique en puissance. Le problème, c'est qu'il y a quelques méthodes de screening, de dépistage de la sarcopénie qui ont été mises en place. De nouveau, il n'y a pas eu moyen qu'on se mette d'accord sur les critères. Et nous avions, il y a quelques années, comparé toutes ces méthodes entre elles en termes de performance, en termes analytiques, pour voir réellement quel était, parmi ces différents outils, celui qui avait la meilleure prédiction positive, celui qui avait la meilleure prédiction négative. Et en fait, ce qu'on peut retenir est très simple. C'est que lorsque l'on regarde, excusez-moi, voilà, lorsqu'on regarde, voilà, j'y suis, lorsque l'on regarde la capacité à identifier les gens qui n'ont pas de sarcopénie, c'est-à-dire en fait une valeur prédictive négative, c'est excellent. On est dans les 90%. Mais par contre, lorsqu'on est dans la probabilité d'identifier quelqu'un avec une sarcopénie, c'est-à-dire une valeur prédictive positive, c'est catastrophique. On a vraiment des valeurs beaucoup moins bonnes. Donc, en fait, ces outils, ils servent à quoi? Ils servent surtout à exclure le diagnostic de sarcopénie. Ce ne sont pas de véritables outils de screening positif comme le one-minute risk test de l'ostéoporose. On dit, si vous avez au-dessus de tel score, vous avez une grande probabilité d'avoir une ostéoporose, ça justifie d'aller mesurer votre masse osseuse. Ici, c'est plutôt pour exclure des gens dont on peut dire qu'ils n'ont pas de sarcopénie. Alors, voilà, voilà. Alors, dans l'ostéoporose aussi, qu'est-ce qui a changé un peu la face du monde maintenant, non plus en termes de définition, mais en termes d'outils de décision thérapeutique. Donc, on n'est plus dans il y a une ostéoporose ou il n'y a pas une ostéoporose.
On est dans est-ce que cette ostéoporose mérite d'être traitée? Et c'est très différent également parce que vous n'allez pas traiter une femme de 52 ans qui a une densité osseuse minérale à moins 2,51 si elle n'a pas d'autres critères, d'autres facteurs de risque, d'autres critères de risque de fracture. Donc, il y a deux choses qu'il faut bien séparer. La définition de la maladie, vous êtes ostéoporotique, mais on se contente de surveiller et de voir si les choses ne se dégradent pas avant d'instaurer un traitement pharmacologique ou non pharmacologique qui peut avoir des avantages, mais qui peut également avoir des inconvénients. Et à un certain niveau de risque, ça c'est le FRAX, à un certain niveau de risque, on estime qu'il faut être traité parce que votre risque de fracture à 10 ans devient insupportablement élevé et justifie une approche proactive. Donc, on n'a pas ça dans la sarcopénie. Et vous savez que les définitions et les critères qui permettent de décider si oui ou non un patient doit être traité, ben, ils sont basés sur le côté pragmatique, c'est-à-dire est-ce qu'en donnant un traitement à quelqu'un qui a ce risque d'avoir un événement secondaire dans le futur, je fais du bien ou je fais du mal. Et donc, ça dépend aussi de ce qu'on a à disponibilité pour traiter. Est-ce que le bénéfice dépasse le risque? Est-ce que je fais du bien plutôt que de générer des effets secondaires? Alors, ce qu'on voit ici, c'est quand même, quand on regarde les fameuses définitions, on est en dépistage et définition. Hein. Moi, je suis toujours un peu ambigu quand on en parle. Ici, les auteurs ont parlé de définition. Moi, je j'aurais peut-être dit screening méthode de la sarcopénie. Eh bien, et qu'on regarde un critère de risque. Ici, c'est l'incidence des chutes, que vous connaissez très bien dans cette belle maison, et qui est quand même considéré comme un des paramètres cliniquement relevants, cliniquement pertinents quand on parle de sarcopénie. Et on voit que les définitions qui ne se sont basées, attendez, j'essaie d'y arriver, voilà, les définitions qui ne se sont basées que sur la masse, ce sont, voilà, les définitions, ce sont les points noirs à gauche de la diapositive qui ne se sont basées que sur la masse, ben, ne sont pas du tout prédictifs de ce risque d'effet secondaire ou d'endpoint cliniquement relevant qu'est la chute, et que ce sont plutôt celles qui sont basées à la fois sur la masse et la performance. Ce sont les ronds blancs à droite qui sont plus performants, tout en voyant quand même que ce n'est pas extraordinaire comme prédiction des conséquences. Et nous avions également, quand nous avons développé le questionnaire Sarcol, qui était le premier questionnaire spécifique pour l'évaluation de la qualité de vie dans la sarcopénie, qui a été traduit dans une trentaine de langues maintenant, on avait exactement la même chose, c'est-à-dire que les définitions de la sarcopénie basée sur la masse seule ne permettaient pas de montrer une chute de qualité de vie, alors que toutes les définitions qui étaient basées à la fois sur la masse et sur la performance montraient une séparation très claire avec une chute de qualité de vie chez les patients qui étaient définis comme sarcopéniques. Donc, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que il n'y a pas de consensus, il n'y avait pas, parce qu'on va arriver à ce qui se fait maintenant, il n'y a pas vraiment de consensus sur la définition, donc c'est très difficile de choisir des patients à traiter. Et on peut dire aussi qu'à première vue, la masse seule n'est pas une manière appropriée d'appréhender le processus, qu'il vaut mieux combiner la masse avec de la force ou avec de la performance. Alors, dans l'ostéoporose, une fois qu'on a été capable d'évaluer le risque d'effet secondaire par l'outil FRAX, c'est la partie de gauche de la diapositive, on peut identifier et classer les gens en risque faible, risque élevé ou risque très élevé de fracture. À partir du moment où on a été capable de faire ça dans l'ostéoporose, on a pu aussi développer des approches thérapeutiques différentes en fonction du risque fondamental. Ce qui paraît logique, vous ne traitez pas quelqu'un qui a un risque faible avec la même énergie, avec des médicaments aussi puissants que vous l'utilisez lorsque vous avez quelqu'un qui a un risque imminent de faire une fracture, 20% de faire une fracture dans les 12 mois qui viennent. Et donc, cette approche-là est probablement ce qu'il conviendrait de faire. Et c'est un peu cette approche que le même groupe que tout à l'heure a développé dans une version remaniée, une version 2.0 de sa définition de la sarcopénie. Vous voyez qu'ici, on commence par faire un peu de la recherche, du dépistage. Il recommande le SARCF, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On prend le 1 minute risk test pour savoir si on doit y aller. Après, on essaye d'évaluer si la force préhensile est diminuée ou non, auquel cas on parle de sarcopénie. Donc, on utilise maintenant la force préhensile plutôt comme un critère
pré-diagnostic. Je dis pré-diagnostic parce que s'il est positif, il suggère de mesurer soit la qualité, soit la quantité du muscle. Et si c'est positif, et c'est ça très intéressant, ils introduisent une notion de sarcopénie sévère, comme nous l'avions fait dans l'ostéoporose, avec le risque bas, le risque élevé, le risque très élevé. Et là, ils le basent sur le STBB, par exemple, sur la performance physique. Donc ça, je trouve que c'est une approche qui est intéressante. Elle me semble toujours extrêmement compliquée parce qu'il y a plusieurs étapes avec des mesures qui sont différentes, des mesures qui ne sont pas toujours faciles à faire dans tous les cabinets de consultation. Dans un essai clinique, vous imaginez la galère que ça peut être de faire toutes ces étapes avant d'inclure un patient dans un essai clinique, mais au moins, on a une démarche qui est plus rationnelle dans la mesure où on part d'un dépistage à une définition et à une certaine gradation de la sévérité de la maladie. Alors, nous avions jeté un petit coup d'œil, et ce qui était intéressant quand on compare la définition Princeps et cette dernière définition, c'est que la prévalence de la sarcopénie diminue avec la deuxième version par rapport à la première. Et ça, si on veut arriver à avoir des médicaments sur le marché et qui sont pris en charge par le payeur, que ce soit un payeur privé, que ce soit une structure statale, peu importe, c'est important d'avoir une réduction de la population cible parce qu'il ne faut pas rêver, il n'y a aucun payeur qui va dire qu'il couvre un médicament qui ne sera probablement pas bon marché pour traiter 70% de la population au-delà de 75 ans. Ça, c'est complètement aberrant. Donc, identifier une population relativement limitée, à haut risque et donc devant recevoir un traitement, c'est important, d'autant plus qu'ici, quand on prend le concept de sarcopénie sévère, on voit qu'il est clairement relié, par exemple, à une augmentation de la mortalité. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Alors, une autre équipe a très récemment, il y a quelques semaines, publié cet article où ils sont d'accord avec nous sur la diminution de prévalence de la sarcopénie et de la nouvelle définition. Eux, ils disent que cette nouvelle définition ne tient pas compte, ne prédit pas bien l'évolution, mais ils n'ont pas regardé justement cette sarcopénie sévère. Donc, je pense qu'ils n'ont fait que la moitié du chemin et que s'ils regardaient cette gradation de sévérité avec la sarcopénie sévère, ils arriveraient exactement à la même conclusion que la nôtre. Le ciel n'est pas complètement bleu, il persiste des nuages. Voici une proposition qui a été faite en 2019, donc juste après la proposition européenne par un groupe asiatique. Et de nouveau, on a une certaine approche commune qui est de dire qu'il faut d'abord essayer de dépister, et puis on fait un diagnostic, et puis on fait une gradation. Mais malheureusement, une fois plus, on revient avec c'est les mêmes outils, mais pas utilisés dans le même ordre, c'est pas les mêmes seuils, ça complique la vie et ça mériterait, je pense, que tout le monde se mette d'accord. Et c'est l'initiative qui est en cours pour le moment, avec des collègues de quasiment partout dans le monde. Et l'idée ici, je crois qu'elle est assez claire, c'est pas la masse qui compte. La masse, elle peut être dedans parce qu'on en parlait tout à l'heure, sarcopénie, sans regarder la masse du muscle, ça gêne un peu sur le concept, mais c'est pas réellement la masse qui est prédictive des conséquences les plus dramatiques de la sarcopénie. On va d'ailleurs l'illustrer quand on parlera des traitements. Et c'est probablement la force ou la performance, ça reste à discuter, qui devrait être probablement ce qui est le plus important. C'est exactement comme dans l'ostéoporose. On ne fait plus de médicaments aujourd'hui pour augmenter la densité minérale osseuse. On a vu plusieurs médicaments, le fluor par exemple, si vous vous souvenez pour ceux qui ont quelques cheveux blancs, le fluor qui augmentait merveilleusement la densité minérale osseuse, mais là, ce n'était pas de qualité suffisante et ne permettait pas de réduire les fractures. On l'a vu avec l'éthydronate bisonique, qui était le premier bisphosphonate sur le marché. Enfin, il y a une longue liste de médicaments qui ont augmenté la masse de l'os sans améliorer sa résistance, sa biomécanique, sa structure, et qui n'ont pas été d'un grand secours pour le malade. Donc je crois qu'ici, on est un peu dans cette réflexion, ce n'est pas encore aussi clairement établi parce qu'on n'a pas vraiment de médicaments disponibles, mais vous verrez qu'on a quelques exemples de médicaments qui ont augmenté la masse musculaire sans entraîner de conséquences favorables. Donc ça, c'est un peu là qu'on en est pour le moment. Et ce groupe travaille. Il y a eu une réunion là, plus tôt cette semaine à Boston, où il y a eu une volonté d'essayer de mettre tout le monde autour de la table et de sortir avec une définition pratique avec des seuils communs, avec des décisions communes, qu'on puisse aller aux agences réglementaires et leur dire voilà, maintenant on est tous d'accord, c'est ça qu'il faut faire, et dire au laboratoire ben voilà, on est tous d'accord, c'est ce qu'il faut faire, de manière à ce qu'on puisse traiter les malades et arriver à ce qui compte, parce que traiter le malade, ce qui compte à l'arrivée, ben, c'est que les conséquences délétères et dramatiques de la sarcopénie soient prévenues et soient annihilées.
Alors, voilà un exemple, c'est un petit peu de ce que je disais, c'est un petit ouvrage qui a été sorti il y a quelques mois, et vous voyez que le résumé des définitions de la sarcopénie, c'est juste effrayant, quoi. C'est juste effrayant parce qu'il y a quasiment pas de consensus, même si globalement on voit vers où on va, il n'y a pas de consensus, et ça fait beaucoup de tort. Bien, hop, on revient. Alors, donc, on résume. Maladie jeune, maladie qui n'a pas terminé sa crise d'adolescence, maladie pour laquelle on a des pistes et des groupes de gens très bien qui travaillent et qui tout doucement commencent à dégager l'horizon, à trouver une perspective de la définition. Probablement, tout le monde est d'accord de dire que ce n'est pas la masse osseuse qui sera le plus importante, même si on la mesure. Il faut voir la force, il faut la performance. Nécessité absolue maintenant de mettre tout le monde autour de la table et d'arriver à définir les étapes pour une gradation dans la sévérité de la maladie, avec des cut-offs, avec des seuils qui sont acceptés pour tout le monde. On peut très bien comprendre qu'il soit différent dans une population asiatique par rapport à une population caucasienne, par exemple, ou afro-américaine, ça ne pose pas de problème. Il peut, dans l'ostéoporose, c'est comme ça, dans beaucoup de maladies, c'est comme ça, mais il faut quand même que dans une population qui est génétiquement équivalente, on arrive à se mettre d'accord pour dire ce qu'il faut faire pour développer un médicament et pour enfin améliorer la qualité de vie de nos patients. Alors, où en sommes-nous dans les traitements? C'est un peu galère aussi forcément, puisqu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Alors, il y a quelques idées quand même où on est en consensus. Tout d'abord, il y a la nutrition. Tout le monde est d'accord pour dire que la nutrition, c'est extrêmement important dans la prise en charge de la sarcopénie. Vous voyez ici que si l'on regarde la force préhensile ou le SPBB, eh bien, on voit très bien que lorsqu'il y a une malnutrition, ce qui est représenté par MN, eh bien, la proportion de patients qui ont un déficit est beaucoup plus importante que lorsqu'il y a une nutrition qui est correcte. C'est tout à fait clair là-bas. Ici, c'était une étude qui avait montré que la diète soi-disant réputée saine, la diète méditerranéenne, donc qui utilise de l'huile d'olive, qui utilise des poissons, qui utilise beaucoup de recours aux légumes et aux fruits avec de la viande mais sans excès, eh bien, elle est considérée comme saine également elle est également considérée saine pour le muscle, puisqu'on voit que non seulement il y a une diminution, bien entendu, de la masse grasse, mais qu'il y a également une augmentation de la force musculaire chez les gens qui suivent cette diète. Je n'ai pas eu le temps de mettre toutes les dias parce qu'il y en avait beaucoup. Nous avions montré que les véganes, par exemple, avaient une situation qui n'était pas bonne du tout. Les véganes sans supplément avaient une situation qui n'était pas bonne du tout, avec une augmentation du risque d'ostéoporose de fracture, une augmentation des chutes et une diminution de la qualité musculaire également. Donc, il faut raison garder. Et ce que l'on sait en tout cas, c'est que les protéines, c'est un stimulus anabolique extrêmement important au niveau du muscle. Alors, vous voyez sur cette diapositive quelque chose qui est assez intéressant. Ça vous montre ici la synthèse protéique musculaire qui suit l'absorption, l'ingestion de protéines. Et on voit très bien que lorsque l'on donne des protéines, ce sont les carrés gris, les isogrammes gris, il y a une augmentation de la synthèse des protéines tant chez la personne jeune que chez la personne âgée. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie droite de la diapositive qui montre que cette capacité à synthétiser des protéines musculaires après ingestion de protéines alimentaires est nettement diminuée chez la personne âgée par rapport à ce qu'elle est chez la personne jeune. Autrement dit, si vous faites ingérer la même quantité de protéines à une personne âgée qu'à une personne jeune, la synthèse musculaire chez la personne âgée sera nettement moindre qu'elle ne l'est chez la personne jeune. Et ça, c'est important, ça explique évidemment pourquoi toutes les recommandations sont consensuelles en disant qu'il est important que chez la personne âgée, on insiste sur un apport protéique relativement élevé, à part les cas d'insuffisance rénale avérés, bien entendu, et on recommande généralement 1 gramme à 1,2 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Alors, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Je peux vous dire que quand vous avez un patient qui a 85 ans et qui pèse 60 kilos, lui faire manger 60 à 75 grammes de protéines par jour, c'est pas si facile que ça. Les suppléments de protéines, c'est
quand même pas hyper gastronomique. Ils s'en lassent quand même assez rapidement. Donc, c'est parfois un challenge pour des patients relativement âgés. Mais enfin, c'est un consensus à peu près partout vous retrouvez. Voilà, ici, on parle d'1 gramme et on dit clairement qu'il faut l'adapter. Tout le monde est assez d'accord avec cette approche, donc 1 gramme à 1 gramme. Alors, il y a quelques points qui sont encore un peu discutés. J'aime bien cette diapositive de Luc Van Loon et de son équipe parce qu'elle touche 2 choses. Une question qu'on pose souvent, c'est quand et comment faut-il donner ces protéines? D'une part, est-ce qu'il faut les donner juste avant l'exercice physique ou après l'exercice physique? Parce qu'on va voir tout à l'heure que l'exercice physique, c'est vachement important et ça, c'est pas à vous que je vais l'apprendre évidemment ici. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il vaut mieux donner ces protéines en un bloc, en un repas principal riche en protéines et puis moins le reste de la journée, ou est-ce qu'il faut essayer de les répartir? Dans ce travail-ci, il avait, je trouve, assez bien répondu à la première question, qui était de dire, par rapport à l'exercice, quand faut-il apporter cette supplémentation de protéines de manière à optimaliser la synthèse musculaire? Alors, il dit, si vous donnez des acides aminés isolés, des suppléments, par exemple, du petit lait, de whey protein, eh bien, comme ils vont être très rapidement absorbés, qu'ils vont apparaître très rapidement dans les fluides corporels, dans la circulation sanguine, vous pouvez les donner dans la première heure qui suit l'exercice physique. Par contre, si vous choisissez que votre apport protéique soit plutôt sous la forme d'un repas, un steak, un œuf, une omelette, des choses comme ça, les produits laitiers, eh bien là, l'apparition des acides aminés dans le sang prendra plus de temps, à peu près 2 heures, et donc il vaut mieux à ce moment-là le donner entre 1h30 et 2 heures avant l'exercice. Et lui, dans son étude, il estimait que la synthèse musculaire à la suite de l'absorption d'acides aminés était mieux faite et se passait mieux lorsqu'il y avait une distribution régulière des protéines au cours des 3 repas principaux, plutôt que lorsqu'il y avait une concentration de l'apport protéique sur un seul repas pendant la journée. Alors, il y a cet article québécois qui est sorti il y a quelques mois, à la fin de l'année dernière, qui est d'accord sur le fait qu'il faut un apport protéique élevé chez la personne âgée. Ici, il considère que la dose optimale de protéines par repas est de l'ordre de 30 à 35 grammes chez l'homme, 35 à 50 grammes chez la femme. Et ici, ils disent plutôt que chez l'homme, une distribution plus irrégulière serait utile, tandis que chez la femme, des petits snacks riches en protéines seraient optimales. Alors, honnêtement, je crois que la religion n'est pas faite. Le plus important, c'est qu'ils reçoivent leurs protéines. Je ne crois pas que si vous avez une personne de 80 ans qui a envie de manger des petits snacks toute la journée avec des protéines, bien. Si cette personne n'a pas le courage de manger et qu'elle préfère le prendre au repas du soir, il ne faut pas en faire un grand drame non plus. C'est exactement comme quand on parle de calcium à la personne âgée dans l'ostéoporose. L'important, c'est qu'elle bouffe son calcium. Si elle veut le prendre sous la forme d'un comprimé effervescent à midi, OK. Si elle veut le prendre sous la forme de 2 yogourts le matin, OK. Je crois vraiment qu'il faut, c'est intéressant, mais le vrai problème, c'est que cet apport protéique soit administré au patient ou au sujet s'il n'est pas malade encore et que ça puisse l'aider. Je crois que Mylène nous avait fait un très joli papier il y a quelques années où elle avait montré que les omnivores, les protéines d'origine animale semblaient avoir un meilleur effet sur la synthèse musculaire que les végétariens. Donc ça rejoint la publication qu'on avait faite il y a quelque temps sur les dangers du véganisme. Alors, dans les acides aminés, est-ce que tout le monde est égal? Eh bien, apparemment, non. Et il y a un certain consensus pour dire que la leucine, par exemple, semble être un bon stimulus, semble bien stimuler la nouvelle synthèse des protéines. Et il y a une certaine discussion sur son métabolite qui est l'hydroxyméthylbutyrate, le HMB, qui semble avoir montré également des effets positifs. Alors, surtout à mon avis sur la masse musculaire, mais dans une certaine mesure également au niveau de la force, c'est contesté. Il y a un certain consensus, mais pas un consensus total. Il y a encore pas mal de gens qui estiment qu'il manque un peu de démonstration là-bas. Dans cette étude également assez récente de la fin de l'année dernière, les auteurs n'ont pas réussi à montrer réellement que des protéines enrichies
en leucine ou donnés en combinaison avec des acides gras d'origine de poisson affectaient réellement la synthèse protéique, la masse musculaire et la force musculaire. Voilà, c'est pas clair, c'est pas limpide. Il y a eu ce consensus de la Société belge de gériatrie qui disait, ça je crois qu'on est tous d'accord, c'est qu'une supplémentation protéique en combinaison avec des exercices de résistance, c'est bon pour tout. Ils disent qu'il faut au minimum 6 mois pour le faire. Ils disaient que la leucine était utile plutôt pour la masse musculaire que pour la force musculaire. Ils étaient relativement peu enthousiastes pour le HMB et ils revenaient avec la créatine dont je ne parlerai pas beaucoup parce que je trouve qu'on en a déjà assez parlé. Et une dernière chose que je voulais rappeler pour passer à autre chose après, c'est qu'il ne faut pas oublier que lorsque l'on donne un aliment, il y a toute une série de phases qui transforment le contenu de cet aliment. Et que, par exemple, vous avez une différence entre la structure, entre le contenu, par exemple, du fromage. On avait fait ce travail avec un groupe de travail d'Eskeo sur le contenu des produits laitiers. Eh bien, ce n'est pas uniquement donner des protéines et du calcium. Il y a toute une série d'étapes, l'absorption, le transport, le microbiote intestinal, le fait qu'ils aient été préparés, chauffés, cuits. Il y a toute une série de choses qui doivent entrer en considération. Et c'est pour ça que parfois, c'est difficile de se prononcer sur l'intérêt d'un aliment ou l'intérêt d'une supplémentation sans tenir compte de la matrice, ce qu'on appelle la matrice globale de cet aliment. Alors, l'exercice physique, c'est quand même beaucoup plus simple. Tout le monde est d'accord. L'exercice physique, tout le monde est d'accord. Les personnes âgées font de l'exercice physique et j'aime beaucoup cet article tout en nuances, comme vous le voyez. Il n'y a pas de non-répondeur aux exercices contre résistance chez les personnes âgées, hommes et femmes. Et ça, je crois qu'il y a assez peu de publications, il y a assez peu de chercheurs, il y a assez peu de cliniciens qui vont monter au créneau contre cette proposition. Vous avez ici des recommandations relativement récentes. Madame Aubertin faisait partie de ce groupe de travail à nouveau. Donc, c'est fin de l'année dernière. Vous voyez que pour la fragilité et pour la sarcopénie, il y a toute une série d'exercices qui peuvent être recommandés et qui ont été prouvés comme étant bénéfiques, comme apportant du bien. Alors, je vous montre pour l'anecdote un petit tapis de jeu qu'on avait développé chez nous qui s'appelle Game Motion. On trouvait que ce n'était pas toujours facile d'aller dans ce qu'on appelle chez nous les maisons de repos, les maisons de retraite, l'équivalent des EHPAD en France, des EMS en Suisse, vous avez tout ça chez vous aussi, bien entendu. Et c'est parfois difficile de les motiver. Donc, on avait fait ce petit tapis de jeu qui est un espèce de jeu de la marelle. Alors, les patients avancent d'une case, et puis quand ils ont une case, ils doivent rester un petit peu sur un pied, puis ils doivent faire quelques flexions. Et ça avait bien plu. Et vous voyez qu'après 4 semaines de séances quotidiennes de ce petit jeu qu'on appelle le Game Motion, eh bien, il y avait une amélioration d'un certain nombre de tests, le Time to Know, le SPPB, le TINETI, il y a une petite amélioration. C'est anecdotique, c'est pour dire qu'il y a toujours moyen de trouver une manière de motiver les personnes âgées, même celles qui sont les moins enthousiastes. Il y a toujours moyen de leur faire un peu d'exercice. L'idée n'est pas de les envoyer tous au gym et de faire 3 heures d'exercice intensif par jour. Ça n'a pas grand intérêt. J'aime bien cette étude qui est récente également, qui date quand même 5-6 ans, mais elle n'a pas beaucoup vieilli, je trouve, qui montrait que lorsqu'on faisait des programmes d'exercice physique un peu sur mesure, pour des gens qui les faisaient à domicile. Ils venaient faire une séance de temps en temps et le reste, ils avaient un programme un peu sur mesure à domicile. Eh bien, on arrivait à réduire, comme vous le voyez, d'à peu près 20%, ce qu'on appelle les injurious falls, c'est-à-dire les chutes, pas simplement le vieux qui tombe, celui qui a une conséquence grave comme une fracture, comme une hospitalisation, comme une incapacité. Et je trouve que c'était quand même intéressant de voir qu'avec un programme fait sur mesure qui convenait au patient, dans lequel le patient on arrive dans cette grande dimension de l'implication du patient dans sa santé, le fameux patient partnership. Donc, le patient, en ayant discuté avec son thérapeute, avait choisi l'exercice qui lui convenait. On arrivait à réduire ses chutes de près de 20%. Alors, de nouveau, je vous cite parce que vous avez fait beaucoup ici et j'aime bien cet article parce qu'il est de plus en plus sous-tendu par des découvertes récentes. C'est que même si, comme vous l'aviez dit, l'exercice physique ne ralentit pas de manière très importante le processus de vieillissement, nonobstant,
il améliore les capacités fonctionnelles. On travaille beaucoup sur la capacité fonctionnelle pour l'instant. On travaille avec l'OMS pour essayer de définir exactement ce qu'est la capacité fonctionnelle physique. Donc, c'est important. C'est bon pour tout, je veux dire, l'exercice physique. Il y a un autre article, je n'ai pas eu le temps de le mettre, qui est sorti la semaine passée et qui montre qu'en faisant de l'exercice physique, on améliore les processus cognitifs et la mémoire avec toute l'explication biochimique qui est robuste et qui est solide. Donc, je pense que c'est l'exercice physique. Il n'y a pas grand monde qui va critiquer. La vitamine D. Alors, la vitamine D, c'est toujours un petit problème. La vitamine D, c'est un problème partout parce qu'on a entendu c'est bon pour tout, c'est bon pour le cancer, c'est bon pour le Covid, c'est bon pour l'ostéoporose, c'est bon pour la sarcopénie, c'est bon pour tout. Et puis, on entend que ça ne sert à rien. Donc, il faut raison garder. Nous avions publié il y a quelques années une méta-analyse qui montrait que chez les patients supplémentés en vitamine D, il semblait y avoir un effet modeste mais significatif sur la force musculaire, mais relativement peu d'effet sur la masse. Et dans cette autre étude qui a été publiée plus récemment, c'est l'inverse. Ils trouvaient que la vitamine D avait un effet délétère, mais je crois que c'est assez facile à expliquer parce que ces auteurs ont un peu remasterisé leur étude et viennent de sortir il y a quelques semaines, à la fin du mois de janvier, une méta-analyse à peu près similaire. Et qu'est-ce que vous voyez? Ce qui est important à voir ici, c'est qu'on a des doses très élevées de vitamine D. On a des doses très élevées de 2800 à 7000 unités par jour. Et en gros, on bombarde les gens de vitamine D. Alors, ce qui est généralement accepté pour la vitamine D dans la plupart des pathologies, c'est que la vitamine D, les effets, c'est une courbe en U. Et que s'il y a un déficit chez des gens qui sont déficitaires en vitamine D, ça vaut la peine de les supplémenter. Si le patient a suffisamment de vitamine D ou trop, ça ne sert absolument à rien et au contraire, on va entraîner certains effets secondaires. Et on considère aujourd'hui qu'il ne faut pas dépasser 800 à 1000 unités par jour de vitamine D chez des patients qui sont en déficit et qu'il n'y a aucun intérêt à supplémenter des sujets qui ont, par exemple, au-delà de 75 nanomoles par mol de 25 OH circulantes. Ça ne sert à rien et c'est délétère. Donc, je pense que la divergence qu'on avait eue avec ces auteurs, c'est simplement qu'on avait, nous, trié dans notre méta-analyse des études qui avaient des doses physiologiques ou légèrement supraphysiologiques. Ceci dit, vous avez vu l'effet très modeste et on va voir dans un instant que ce n'est pas la panacée universelle. Je crois que de toute façon, c'est bon pour des tas de choses de supplémenter des gens déficitaires et les ramener dans une fenêtre physiologique de vitamine D. Je pense que ça ne sert absolument à rien de bombarder les gens qui ont des taux normaux avec des quantités additionnelles de vitamine D. En tout cas, je n'ai pas vu de pathologie pour lesquelles ça se justifiait réellement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est un bon barman? On regarde les boissons que nos clients aiment bien, les boissons qui leur font plaisir, on essaie de les mélanger et de faire un cocktail. Et donc, c'est ce que beaucoup de gens ont fait. On a fait du multimodal. Alors, de nouveau, des choses qui sont assez consensuelles, c'est l'interaction entre l'exercice et la nutrition. De nouveau, c'est la même équipe que tout à l'heure, donc ils nous remontrent la même chose, c'est-à-dire que quand on donne des protéines à des jeunes et à des personnes âgées, eh bien, la synthèse musculaire est plus importante à quantité protéique égale chez le jeune que chez la personne âgée. Mais ce que ce diapositive montre et qui est très intéressant, c'est que si vous combinez l'exercice physique et l'apport protéique, eh bien, vous arrivez à compenser cette diminution de la capacité chez le vieux, ou chez la personne âgée pour être plus poli, chez la personne âgée, de synthétiser du protéine. Vous voyez que, par exemple, si on prend la droite de la diapositive, avec 40 grammes de protéines plus de l'exercice, eh bien, la barre noire de la personne âgée est à peu près au niveau de la barre grise, c'est-à-dire la barre des jeunes, lorsque on donne la protéine seule. Donc, il y a toujours une différence entre le jeune et le vieux, mais vous ramenez, si vous voulez, ce déficit, vous le compensez et vous ramenez la synthèse protéique de la personne âgée à ce qu'elle aurait été chez le jeune sans exercice. Donc, c'est important, c'est positif et c'est bénéfique. Et là, de nouveau, tout le monde est d'accord. Alors, dans cette étude ici, j'ai parlé tantôt de ce fameux HMB sur lequel, pour le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. Alors, vous voyez à gauche, on va faire ça assez rapidement. Ce sont des études qui ont regardé exercice plus placebo, exercice plus HMB
éducation plus HMB, éducation plus placebo. Les lignes continues, les lignes noires continues, c'est exercice plus placebo, exercice plus HMB, et les pointillés, c'est éducation plus HMB, éducation placebo. Grosso modo, l'éducation ne sert à rien, qu'il y ait du HMB ou pas. Ce n'est pas ça qui change grand-chose. Par contre, lorsque l'on a exercice physique et HMB, eh bien, on a un effet qui est bénéfique et ça se voit sur toute une série de paramètres qui sont aussi bien de la force que de la masse ou de la performance. Mais moi, quand je regarde cette diapositive, nonobstant la conclusion des auteurs, eh bien, j'ai quand même terriblement le sentiment que tout ça est conduit et mené par l'exercice physique. Et je ne suis pas, à part peut-être éventuellement en me creusant un petit peu, en regardant la diapositive E, et la diapositive E, que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est le gate speed, à part ça, ben, on a le sentiment que oui, ça marche bien, exercice plus HMB, mais pas beaucoup mieux qu'exercice tout seul, ce qui renforce l'intérêt de l'exercice. Alors, très joli travail de votre équipe à nouveau, c'est la citruline qui me donne presque envie de manger des courges et des pastèques, donc c'est très intéressant, donc acide aminé non protéinogène, très intéressant je trouve, on voit quand même qu'ici, lorsque vous combinez à nouveau un exercice de haute intensité de la citrulline, ben, il semble quand même que lorsqu'il y a la citrulline, ça apporte un certain bénéfice sur différents paramètres qui sont importants, le time up and go, la force musculaire des membres supérieurs, la force musculaire des membres inférieurs, et je n'ai pas pu ne pas citer le papier tout récent qui vient de sortir de votre équipe également, où on retrouve encore ici, quand on regarde la force du quadriceps, on retrouve en effet apparemment un effet bénéfique de la citruline. Donc, il y a probablement en combinaison un certain nombre d'acides aminés ou d'autres approches qui peuvent être utiles, toujours en gardant à l'esprit que probablement une bonne partie de l'effet est imputable, bien entendu, à l'exercice physique, surtout à l'exercice de haute intensité, comme vous l'avez montré. Alors ça, c'était une des rares études qui était sponsorisée par un labo pharmaceutique. C'était, je crois, le produit de chez Abbott de mémoire, dans lequel il y avait de la vitamine D, il y avait du petit lait enrichi de leucine. Et dans cette étude, il y avait apparemment un effet bénéfique, mais de nouveau, surtout sur la masse. Surtout sur la masse, il y avait un petit bénéfice au niveau de la force, mais c'était surtout dans la masse musculaire que l'amélioration se manifestait. Voilà, je reviens dans cette vitamine D dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on la combine ici avec de l'exercice physique et on regarde à nouveau les injurious falls et on a une très belle réduction des injurious falls, mais comme vous le voyez, il n'y a pas de grosse différence entre le placebo et l'exercice d'un côté et la vitamine D et l'exercice de l'autre côté. Le problème ici, de nouveau, c'est que c'était des femmes ambulatoires dont probablement la plupart n'étaient pas déficitaires en vitamine D. On aurait peut-être eu une réponse tout à fait différente en prenant par exemple des personnes qui étaient en maison de retraite et qui avaient une vitamine D déficitaire, comme c'est le cas dans 80% de cette population à peu près partout dans le monde. Très belle étude qui vient de sortir dans le BMJ, on l'a attendu longtemps, ils ont beaucoup galéré, je vais dire, pour la publier, mais c'est une belle étude, c'est une étude qui a été faite en Australie par l'équipe de Sandra Giuliano. Alors, vous voyez qu'on a utilisé des produits laitiers ici. Et on a donné un apport relativement normal en calcium, 560 mg à des gens qui avaient 600 au départ. Donc, on est dans les recommandations du fameux gramme de calcium par jour. Et pour les protéines, eh bien, on arrive également dans une recommandation aux alentours de 1,1 g de body weight. Et on voit qu'après 2 ans, eh bien, il y a une chute significative. À la fois, il y a une diminution, pour ne pas dire des chutes, il y a une diminution significative de l'incidence des chutes et ça c'est peut-être le plus important, parce que c'est le premier papier qui le montre, des fractures de hanche. Donc c'est assez intéressant. Alors, est-ce que l'effet sur les fractures de hanche est imputable à la réduction des chutes et à une meilleure stabilité ou est imputable à un effet bénéfique des protéines et du calcium au niveau de la structure osseuse? Ça reste à discuter. Je pense qu'il y a des papiers qui vont suivre pour essayer de différencier les deux. Mais de toutes les manières, ça paraît positif avec une population dont ce sont des gens qui étaient des résidents. Ce n'est pas du community dwelling. Et vous voyez quand même un âge de 86 ans. Donc, ce n'est pas une population chez laquelle on a l'habitude de faire ce genre d'études avec plus de 7000 participants suivis pendant 2 ans. Donc, je trouve que c'est une étude qui est quand même assez intéressante. Alors, ici, c'est
C'est entre l'Arlésienne et le monstre du Loch Ness. C'est la fameuse étude Do Health, quand même aussi une belle population, plus de 2000 seniors, avec un âge de plus de 70 ans, 40% qui avaient déjà chuté, 60% qui ne l'avaient pas. 2 ans de follow-up, alors ils ont tout eu là. Ils ont eu de la vitamine D, il y a eu une belle stratification, de la vitamine D, des oméga 3, de l'exercice. Résultat, les courses, total 0. C'est-à-dire que sur tous les critères d'évaluation principales, que ce soit des critères de type cardiovasculaire comme la tension artérielle, le SPPB, le test cognitif de Montréal, enfin tout ça, les chutes, il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort, absolument 0. Et ils viennent de sortir là, la semaine passée, cet article tout frais, tout chaud, dans lequel, après avoir fait ce que je qualifierais de chirurgie statistique, une grosse post-hoc, on arrive à me dire que peut-être dans les oméga 3, il y a un peu moins de chutes. Je vous laisse juge. En tout cas, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, dernière approche, il faut bien qu'on en parle un peu, le pharmacological management, la prise en charge thérapeutique pharmacologique. Je vous ai dit, il n'y a rien sur le marché. Nous avions avec, nous c'était Skeo, nous avions il y a 5 ans rencontré les représentants de l'Agence européenne du médicament et quelques développeurs de l'industrie pharmaceutique. On s'était tous mis autour d'une table et on avait essayé de faire des guidelines, des recommandations pour la conduite d'études cliniques dans le domaine de la sarcopénie. Parce qu'il n'y en avait pas, il n'y en a toujours pas ni à la FDA, ni en Europe. Donc on avait essayé de pallier cette carence de l'agence et on avait discuté qu'est-ce qu'on doit prendre comme critère d'inclusion. C'est le plus important déjà au début. Quels sont les malades qu'on va inclure? Alors, globalement, la plupart des experts académiques disaient que c'était important de regarder le test de marche de 400 mètres. C'est ce qui leur paraissait le plus relevant. On a longuement discuté pendant des heures, mais le consensus a plutôt été là-bas. Qu'est-ce qu'il fallait regarder comme critère d'évaluation principal? Et là, il y avait aussi un consensus pour dire qu'il fallait avoir probablement des co-primary endpoints, des critères d'évaluation principaux ensemble, avec un critère clinique pur et dur qui pouvait être, par exemple, et les chutes avaient été considérées par la plupart des gens comme étant quelque chose d'important, et un critère de qualité de vie. Ils trouvaient que, en particulier les gens de l'agence disaient que la concomitance des 2 critères, l'évaluation des 2 critères de manière concomitante, serait quelque chose qui serait plutôt à même de les convaincre. Vous remarquez, et c'est important, qu'on ne parle pas de la masse, ni pour l'inclusion des malades, ni pour l'évaluation de l'efficacité du médicament. Alors, je vous ai dit que tous les labos ont au moins dans leur tiroir un médicament potentiellement curatif ou préventif pour la sarcopénie. Il y a toute la liste là, je ne vais pas vous la faire parce que vous me jeteriez des pierres. Et voilà ceux qu'on est en train de développer pour le futur. Donc, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, bien entendu, on sait que l'homme a une masse musculaire plus importante que la femme en temps normal en tout cas. Et donc, il était logique de penser que les hormones gonadiques masculines pourraient avoir un certain bénéfice sur la masse musculaire et surtout sur la fonction musculaire. Alors, cette étude est une étude historique. Ce sont ces fameux patchs de testostérone où vous voyez qu'il n'y a pas eu d'effet bénéfique au niveau de la vitesse de marche de ces gens-là. Donc, bien sûr, il y avait une augmentation de la masse, mais rien du tout en termes fonctionnels. Même chose pour un modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes, donné ici chez des femmes avec une sarcopénie. Il n'y avait absolument rien eu comme amélioration au niveau de la force ou de la fonction. Attention qu'il y avait quand même chez tous les patients comme traitement de base des protéines et de la vitamine D. Alors, c'est toujours plus difficile de mettre en exergue un effet bénéfique lorsqu'on le compare à quelque chose qui est, enfin, lorsque tout le monde reçoit quelque chose qui est déjà connu comme apportant un certain bénéfice. Donc, voilà, en tout cas, il n'y avait rien du tout. Et dans cette étude, on a de nouveau donné un modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes chez des hommes qui avaient survécu à un cancer de la prostate. Alors ici, on est toujours dans ce schéma que vous allez revoir, mais dans beaucoup de diapositives. On améliore la masse, on diminue la masse grasse, on améliore la masse musculaire, on diminue la masse grasse, mais ça ne se traduit pas, que ce soit en performance ou en force, donc en rien qui réellement améliore la situation clinique du malade. Alors, ça, c'est peut-être
je veux dire, la chose la plus difficile à comprendre au cours des dernières années, c'est le développement de toute la famille des médicaments censés interférer avec la jonction entre la myostatine et le récepteur à l'activine 2, dont on connaît le pouvoir inhibiteur de la croissance musculaire. Quand on voit des modèles qui soient cellulaires ou animaux, c'est assez impressionnant. Vous voyez le magnifique bœuf blanc-bleu belge dont on sait qu'il a une carence en myostatine. Vous voyez, il y a que du muscle, il n'y a pas de la graisse là-dedans. Si vous mangez un filet pur de blanc-bleu belge, c'est une viande extrêmement maigre. Pas autant de goût que la viande persillée, mais elle est extrêmement maigre. On voit des enfants avec un déficit génétique, on voit des souris avec un déficit génétique. Donc, on s'attendait à quoi? On s'attendait à ce que les anticorps anti-myostatine ou anti-activine 2 soient la panacée. Alors, il y en a principalement deux qui ont été développés. Celui-ci, c'est celui de Lilly, et dans leur phase 2, qui avait choisi un modèle assez classique, qui était celui de patients qui avaient eu une arthropathie, un remplacement total de la hanche chirurgicale, et ben, ils n'ont pas été capables de montrer une augmentation même de la masse musculaire, ce qui est très étonnant, même de la masse musculaire, et en tout cas, rien du tout au niveau fonctionnel. Par contre, dans la deuxième étude de cet anticorps anti-myostatine de Lilly, ils avaient choisi un critère d'évaluation principal dont on a parlé, qui est relevant, qui sont les chutes, mais qui n'est pas facile à mesurer, et une population qui, à mon avis, était un peu faible pour montrer quelque chose. Et vous voyez que malheureusement, le critère d'évaluation principal a planté, mais si on regarde attentivement, et que l'on regarde, par exemple, la montée d'escalier ou la vitesse de marche, eh bien, on a des petites différences significatives qui pourraient simplement traduire que l'étude n'a pas été menée de la manière optimale, que peut-être on n'a pas choisi un échantillon suffisant pour montrer un effet sur les chutes, que peut-être les chutes n'ont pas été colligées de manière parfaite, mais toujours est-il que, vous savez, quand une étude donne un critère d'évaluation principal qui n'est pas significatif, on considère que c'est un échec et on ne va pas après fouiller dans les critères d'évaluation secondaires pour essayer de save the private myostatine. Alors l'autre, c'est le bimagrumab, donc ça c'est celui de chez Novartis. Ce n'est pas un anticorps anti-myostatine, c'est un anticorps contre le récepteur à l'activine 2. Dans leur première étude, ils avaient regardé le volume de la cuisse chez des patients que l'on avait mis sous plâtre. Alors, comme vous le voyez, ça marche très bien sur le volume. Il y a une augmentation de la masse, c'est la partie gauche de la diapositive, mais à droite, quand on arrive dans la performance, dans la force, bien, il n'y a absolument aucune différence. Alors, étude aussi faite avec le même produit, celui de chez Novartis, le bimagrumab. C'était leur étude, c'était une phase 2, mais elle aurait pu vraiment orienter le développement du médicament vers la phase 3. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, à nouveau, quand on regarde les changements quantitatifs, les changements de masse, on a un effet qui est clairement significatif, mais il ne se traduit pas du tout lorsqu'on regarde les paramètres qualitatifs, par exemple la grip strength, la distance parcourue en 6 minutes. Simplement, une chose qui est intéressante, c'est la partie droite de la diapositive. Alors, vous avez en orange, vous avez le bimagrumab, en noir, c'est le placebo. Et dans la partie droite de la diapositive, vous avez en F la vitesse de marche et vous avez en H la distance parcourue en 6 minutes. Et dans cette partie droite qui est du post-hoc, dans cette partie droite, ils ont stratifié en fonction des valeurs de base. Les gens qui avaient un déficit au départ, les gens qui étaient normaux au départ. Et ce que l'on voit, c'est que pour ces deux paramètres de marche, les patients qui avaient une valeur diminuée par rapport aux normes au départ semblent répondre au bimagrumab et ont un effet statistiquement significatif par rapport à ceux qui ont reçu le placebo, ce que l'on ne retrouve pas chez les patients qui avaient, au moment de l'inclusion, des valeurs considérées comme normales. Mais de nouveau, on est dans le post-hoc et ça pose toujours problème. Autre étude qui vient de sortir il y a 1 an et demi. Ici, on avait des patients qui avaient de l'exercice et de la diète. On a rajouté du bimagrumab. C'était des patients qui vivaient en ambulatoire et on n'a vu aucun bénéfice.
Alors ça, pour moi, c'est l'exemple d'une étude que je ne recommanderais pas à mes étudiants. J'espère qu'aucun d'entre vous ne fait partie des co-auteurs. C'est une méta-analyse, on a mélangé des pommes et des poires. On a regardé l'effet du bimagrumab sur la performance de marche et on arrive à un effet qui est tout à fait significatif. Regardez en haut à droite de la diapositive, on a les doses quotidiennes qui vont de 1 à 30 mg par kilo par jour. Donc, réellement, je pense que c'est difficile. Ils disent que même en enlevant la dose la plus faible, l'effet n'est pas changé. Évidemment, on ne s'attendait pas vraiment qu'en sortant la dose la plus faible, l'effet soit moins performant. Et peut-être, ceci, c'est l'avenir du bimagrumab. Je crois qu'il y a des laboratoires qui considèrent qu'ils vont développer là-dedans. On ne parle plus maintenant de traiter la sarcopénie. On se base sur le fait que, indiscutablement, le bimagrumab permet de réduire la masse osseuse, la masse grasse et permet d'accroître la masse maigre, la masse musculaire. Et donc là, c'est une étude qui a été publiée à la fin de l'année dernière et qui montre que ça fait maigrir les gros diabétiques. Voilà. En gros, c'est ça l'indication. Et je pense que pour l'instant, ça paraît une voie peut-être plus facile, hein, une voie de moindre résistance pour le développement de ce médicament, c'est de s'en servir comme un traitement permettant de réduire la masse graisseuse des patients qui sont à la fois diabétiques et obèses. Alors, très brièvement, une diapositive sur l'urolitine A. Donc, c'est comme vous le savez, c'est un produit c'est une transformation par le microbiote intestinal de nourriture et qui semble agir sur le mécanisme des mitochondries. On en a beaucoup parlé, je dirais, il y a 3 à 5 ans. C'est un petit peu passé de mode. C'était l'équipe de Bill Evans qui en faisait vraiment une priorité absolue. Alors, vous voyez ici que, bon, il n'y a pas d'effet sur la distance de marche parcourue en 6 minutes. Il y a un tout petit effet à 2 mois sur la capacité de contraction des muscles interosseux dorsaux de la main. Elle disparaît à 4 mois. Il y a une petite augmentation, mais c'est significatif. Mais on est toujours entre statistiquement significatif et cliniquement relevant sur la force de contraction des muscles tibiaux antérieurs. Moi, je veux dire que je ne mettrai pas tous mes petits sous sur un pari quant au développement rapide de cette molécule. Et alors, intéressant, c'est l'inhibition du Rankel, c'est le denosumab, donc qui est un médicament bien connu de l'ostéoporose, qui réduit les fractures à tous les sites squelettiques. Et c'est une étude post-hoc, hein, ceci qui a été faite dans la population des études ostéoporotiques. Donc, c'est des patients qui n'ont pas été recrutés sur la base d'une sarcopénie, mais sur la base d'une ostéoporose. On sait qu'il y a un cadre nosologique qui est l'ostéosarcopénie, que l'on peut très bien avoir un déficit des deux. Et ce qui est intéressant, c'est que les auteurs ici, c'est l'équipe suisse de Genève, ils ont regardé le placebo, le véhicule, ils ont regardé l'effet des bisphosphonates dans les études faites avec les bisphosphonates, et puis ils ont regardé l'effet du denosumab dans les études faites avec le denosumab. Et de manière intéressante, on a un effet statistiquement significatif par rapport au groupe placebo et par rapport au bisphosphonate, non seulement sur la masse, mais également sur la forme et sur la performance. Donc, ce n'est pas dénué d'intérêt. Ils ont également, avec la même population, les mêmes études, regardé les chutes. Alors, en bleu, c'est le denosumab. En bleu continu, c'est avant 75 ans. En bleu en pointillé, c'est plus de 75 ans. Donc, on voit qu'il y a quand même, par rapport au placebo de même âge, donc la ligne continue noire, c'est moins de 75 ans, la ligne pointillée noire, plus de 75 ans. Si vous regardez les lignes continues bleu et noir, il semble qu'il y ait un effet bénéfique du denosumab par rapport au placebo. Avant 75 ans, ça me paraît un peu plus douteux pour les plus de 75 ans parce que vous voyez que la ligne en pointillé noir du placebo décroche brutalement après 3 ans. Il va peut-être falloir explorer ça un peu plus. Jusqu'à 3 ans, les deux lignes sont parfaitement superposables. Mais avant 75 ans, il semble quand même qu'on ait une réduction des chutes. Alors, voilà, il y a une étude dont je ne pouvais pas ne pas parler. Très brièvement, j'arrive à la fin de mon exposé. C'est l'étude SPRINT, donc gros financement de la communauté européenne avec un programme d'éducation des patients avec des rencontres régulières dans le cadre, ça rentre un peu dans le cadre du healthy aging de l'OMS pour le moment. Et à côté de cela, on a une intervention avec de l'exercice physique, avec des recommandations diététiques, voilà, avec des monitorings à distance
Donc, c'est intéressant. On attend les résultats. Je pense qu'il ne devrait plus tellement tarder. Parfois, c'est un peu comme les danseuses exotiques. Ils nous dévoilent un petit morceau, mais on va, j'espère, avoir le striptease complet rapidement avec les résultats d'ici quelques mois. C'est peut-être la plus prometteuse de ce qui est en cours. N'oublions pas le microbiote. On en a parlé pour la citrulline, on en a parlé pour l'urolytine. Vous savez que le microbiote joue un rôle très important. Aujourd'hui, on a fait des liens avec l'arthrose, on a fait des liens avec l'ostéoporose. Il y a clairement des liens également au niveau musculaire et peut-être le fait d'agir au niveau du microbiote permettrait d'avoir une approche thérapeutique assez intéressante, naturelle et prometteuse au niveau de la sarcopénie. Alors, tout ça pour dire que quand on regarde les guidelines qu'on avait écrites il y a 6 ans, ben, on recommandait quoi? Ben, on recommandait de l'exercice physique et des protéines. Et quand on regarde les guidelines les plus récentes, et Mylène en faisait partie également, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que ça recommande surtout de l'exercice et des protéines. Donc, là, je vous ai dit en commençant qu'on n'avait pas vraiment rempli tous les espoirs que la classification de la sarcopénie comme une maladie en 2016 avait apporté, qu'aujourd'hui on cherche toujours comment développer, on ne cherche pas le médicament, j'ai le sentiment, on cherche surtout comment développer le médicament, et ça passera à mon avis par cette fameuse définition opérationnelle dans laquelle on dira voilà les malades à inclure, voilà l'endpoint, voilà le critère d'évaluation qu'il faut, et là je pense que les laboratoires pourront réellement tester s'ils ont une molécule intéressante pour le patient. Et j'ai le sentiment que si on avait commencé par faire ça, peut-être le bimagrumab et l'antimyostatine seraient aujourd'hui sur le marché comme médicament de la sarcopénie et ne seraient pas passés à la poubelle parce que les études dont on peut discuter longtemps de la méthodologie n'ont pas pu mettre cela en évidence. Voilà, j'espère que le Covid est derrière nous. J'espère qu'on va tous vous accueillir l'année prochaine au Congrès mondial d'ostéoporose, arthrose et maladies musculo-squelettiques à Barcelone au mois de mai. Et je voudrais vous remercier très sincèrement de votre attention. Oui, j'étais un peu logorique, je suis désolé. Et je répéterai parce que, pour que tout le monde l'entende aussi. Vous avez montré un peu le consensus par rapport à l'activité pour la sarcopénie. Et la première partie de ma question, elle va s'adresser en fait aux professionnels de médecine. Et pour vous, quelle est la place de l'activité physique et des professionnels d'activité physique dans le milieu médical pour lutter contre ces symptômes-là? Et la deuxième partie. On commence par la première. Donc, je rends la parole tout de suite. Donc, la question porte ici sur l'activité physique et pour laquelle donc j'ai mentionné qu'il y avait un consensus et sur le rôle que peuvent avoir les professionnels de santé. Je peux vous parler des professionnels non médecins. Voilà, des kinés, des ergots, des gens comme ça, des coachs sportifs éventuellement également. Ben, je crois que c'est là que la clé se fait. Hein. Ce n'est pas le médecin généraliste qui va passer son temps à prescrire de l'activité physique. On sait très bien que la durée des consultations des médecins généralistes, elle est de moins de 10 minutes à peu près partout dans le monde. Ils ont des choses à faire que cela. Alors, les gériatres, oui, ils ont un rôle important. Les rhumatos, oui, ils ont un rôle important. Les chirurgiens orthopédiques, généralement, ça ne s'intéresse absolument pas de prescrire et ce n'est pas spécialement eux qui voient les sarcopéniques non plus. Donc, c'est certain que d'avoir, je crois qu'on doit avoir des structures de soins intégrées. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui défend sa chapelle, ou alors il faut vraiment être retardé. Ça doit être des structures de soins intégrées dans lesquelles il y a des nutritionnistes, dans lesquelles il y a des professionnels de l'exercice, dans lesquelles il y a des médecins de première ligne, il y a des médecins gériades, rhumato, peu importe, de spécialité. Et c'est ensemble qu'on fait progresser les choses. Et donc, je crois que c'est un rôle très, très important. Il y a des coachs sportifs chez nous qui font un boulot formidable, en fait. Et ils prennent des personnes âgées. On voit des femmes de 75 ans, un peu obèses, qui savaient à peine se relever de leur chaise et puis qui marchent bien, qui sont capables d'éviter les chutes. Enfin, vous connaissez ça mieux que personne ici. Vous l'avez admirablement développé. Donc, je vous rejoins à 100%. De nouveau, je fais un petit parallèle avec l'ostéoporose. Maintenant, on développe ce qu'on appelle les FLS, les Fracture Liaison Service. Et ça, c'est de nouveau des structures intégrées qui peuvent être de l'orthogériatrie, mais qui impliquent toujours des infirmières, qui impliquent des kinés, qui impliquent des nutritionnistes. On va vers de la médecine intégrée, sinon on n'en sortira pas. Je vous rends la parole. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'accord.
on a monté le consensus qu'il y avait par rapport à la statistique, l'OMS qui fait vraiment la statistique depuis pas mal d'années. Quels sont en fait les enjeux de santé publique que l'activité physique n'est pas mise en avant pour ce genre de pathologie ou comme raison de sensibilisation pour les gens? Mais moi, je trouve quand même que quand on regarde aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voyait il y a 10 ans, le healthy living, le vivre sainement a quand même beaucoup évolué. Et je ne connais pas un pays économiquement développé, je ne parle pas des low et middle income countries qui ont probablement d'autres soucis pour l'instant, mais il n'y a pas un pays développé où on n'entend pas de manière continue, faites de l'exercice, bougez, prenez soin de vous. Il y en a énormément. Alors, deux commentaires que je voudrais faire, c'est l'OMS recommande 10 000 pas. Je ne sais pas si vous savez pas, 10 000 pas, c'est monstrueux pour une personne âgée. 10 000 pas, si vous avez un pas de 65 à 70 cm, c'est 6,5 km à 7 km par jour. Moi, je trouve que c'est bien. Si vous faites des méta-analyses, vous allez probablement arriver à 10 000 pas. Mais il faut de temps en temps raison garder. Si moi, ma mère a 91 ans, elle est très active, elle voyage tout le temps, enfin mes parents, ils sont très actifs, ils voyagent tout le temps, ils marchent, mais quand je leur dis qu'il faut faire 10 000 pas, ils me disent on n'y arrive pas, on est crevé à 10 000 pas. Alors on vient de revoir les normes pour l'arthrose, par exemple, et on est revenu à dire il faut faire 150 minutes par semaine. Alors ça part déjà, c'est 20 minutes par jour d'exercice. Et on dit aux gens, ben, regardez, vous avez été confinés. Ben, chaque fois qu'il y a une pub à la télé, vous levez-vous et marchez un petit peu autour de votre table. Et puis rasseyez-vous, regardez votre feuilleton. On leur dit, si vous téléphonez, parce que tout le monde téléphone, si vous téléphonez, ben, levez-vous et marchez un petit peu pendant que vous téléphonez. Allez promener votre chien quand vous pouvez sortir de chez vous. Moi, je crois qu'il faut quand même un petit peu rester les pieds sur terre. 10 000 pas tous les jours pour quelqu'un de 85-90 ans, je trouve qu'il faut vraiment qu'ils soient en pleine forme. C'est pas facile. Je sais pas ce que tu en penses. Tu les vois plus souvent que moi encore. Je crois qu'il faut essayer d'adapter aussi, mais à mon avis, il y a quand même aujourd'hui, en santé publique, un gros effort qui est fait sur healthy living par rapport à ce qui était là il y a 10 ans. J'ai oublié de la répéter la dernière, excusez-moi. Deux questions. Un étant, quand on mesure la force, puis on utilise ça comme critère pour définir, par exemple, la sarcopénie, un des problèmes, c'est que on ne sait pas comment on arrive à cette force maximale qui est mesurée. En d'autres mots, je peux avoir une courbe de force où on a une pente ascendante de la force qui est très rapide pour arriver à une force maximale, ou ça peut me prendre une certaine période de temps pour y arriver. Donc, dans ces deux cas-là, il n'y a aucun doute que ces deux individus-là sont complètement différents. Mais dans la mesure, on ne prend pas en considération, la définition ne prend pas ça en considération. Donc, la question, elle porte sur la manière dont on recueille la mesure de la force préhensile, de la force du poignet. Et monsieur dit que chez certains patients, on peut arriver très rapidement à une force maximale, alors que d'autres nécessitent une répétition de la mesure à plusieurs reprises pour arriver. C'est juste ça ce que je dis. Ah, d'accord, ce n'est pas la répétition avec un accroissement. D'accord. Et donc, il dit que dans la technique de mesure, ce paramètre n'est pas utilisé. Veux-tu répondre, Mylène? Tu connais très, très bien ça. Je crois que je ne marche pas sur tes plates-bandes. Oui, en fait, on a vu le développement de la force devrait être un impact qui devrait être pris en compte dans les définitions, parce que justement, pour une même force, la façon de l'appliquer, la façon de le développer, va avoir un impact dans la vie de tous les jours. Traverser une rue, s'il nous faut plus de temps pour développer la force, on aura moins de temps pour traverser cette rue, surtout à Montréal, il faut être rapide. Les signaux sont rapides, donc c'est une mesure qu'il faudrait voir comment on va être capable de le capter d'un point de vue clinique. Ça, c'est tout l'enjeu. Et je dois dire que je ne me suis pas lancé dans cette partie du discours quand je parle de la définition, mais il y a aussi un problème de standardisation des mesures qui est important. Quand vous avez une densitométrie osseuse, la marge d'erreur est de 2,5%. Quand vous avez une mesure de la force préhensile ou de la vitesse de marche, on est quand même largement au-dessus. Donc, c'est une question tout à fait pertinente.
quand on mesure la force, on se concentre sur un groupe musculaire et on ne pense pas à regarder souvent les muscles antagonistes. Parce qu'effectivement, si j'ai un muscle antagoniste qui lutte contre le muscle agoniste, c'est sûr que la force maximale va être diminuée. Ce qui fait qu'à la fin, le problème n'est pas le manque de force, mais le manque de coordination. Oui, ben je suis d'accord sur l'analyse. C'est pour ça que personnellement, je préfère les mesures de performance aux mesures de force qui tiennent compte exactement. Ah oui, je n'ai pas répété, excusez-moi. Monsieur disait que lorsqu'on mesurait la force, il fallait tenir compte de la force des antagonismes qui pouvaient d'une manière ou d'une autre contrebalancer la force des agonistes. Et je disais que oui, c'est exact. Et que personnellement, j'aime bien les mesures de performance parce qu'elles prennent l'individu plus dans son ensemble que, comme vous le dites, que sur un paramètre précis. Benjamin, et après Benjamin. Merci beaucoup pour votre présentation, c'est fascinant. Et après, moi, je suis biaisé, je suis professeur en kinésiologie, donc sciences de la motricité chez vous. Donc, on est d'accord. On est bien d'accord. Juste pour rebondir sur le point d'avant, je pense que c'est la vitesse de montée en force. En fait, c'est le rate of force development. La vitesse de montée en force est particulièrement important, notamment sur les ajustements posturaux, en fait, parce qu'on a besoin de réagir rapidement et si la personne âgée ne peut pas monter en force rapidement, ça va augmenter le risque de chute. Donc, je pense que c'est un point qui, à l'heure actuelle, n'est pas pris en compte dans les guidelines et ça serait intéressant de regarder ça. Donc, plus pour alimenter. Ok, attendez, je vais répéter puisqu'apparemment on n'a pas l'accès. Donc, la personne qui parle nous confirme que la montée en force est importante de manière à ce que la personne âgée puisse éventuellement réagir à ce qu'on appelle un stresseur externe et éviter d'en avoir une conséquence clinique. C'est ça. Par contre, ma question, elle revenait un petit peu sur l'intégralité de tout ça et sur la place de l'activité physique. Moi, je trouve ça fascinant parce qu'en fait, votre présentation, c'est l'un des meilleurs avocats pour l'intérêt de l'activité physique, qui n'est pas un médicament, qui peut être fait par tout le monde et qui a un effet pour tous. Et ça, je pense que, comme vous le dites, c'est pas du tout débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. La question que moi, je me pose, et c'est un peu subjectif comme question pour vous, je voudrais votre expérience, votre point de vue. Quelles sont pour vous les barrières les plus souvent rapportées à l'engagement dans l'activité physique régulière? Parce que moi, je vous suis tout à fait. Les 10 000 pas par jour, c'est parfait dans un monde merveilleux à Disneyland, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Le but, c'est d'en faire un petit peu plus que ce qu'on en faisait pour passer de rien à un petit peu. Donc, du coup, quelles sont, de votre expérience, et c'est très subjectif comme question, j'en ai conscience, quelles sont de votre expérience les barrières les plus souvent reportées par les personnes âgées selon l'âge ou leurs conditions physiques pour faire de l'activité physique régulière? Parce que si on adresse ça, peut-être qu'on va trouver, ça serait peut-être ça le médicament à trouver en fait. Oui, bon. La question porte à nouveau sur l'exercice physique. Donc, nous sommes d'accord que c'est important. Nous sommes d'accord que peut-être la recommandation de l'OMS est du bisounours de la physiothérapie. Et là, la question que monsieur me pose, c'est quelles sont les barrières qui empêchent les personnes âgées de se lancer dans l'exercice physique? Alors, on a un petit peu regardé ça dans les travaux sur les préférences des patients et il y a souvent, d'après ce qu'on a vu, une corrélation entre l'absence d'exercice physique et un syndrome dépressif, qui peut être un syndrome dépressif larvé, qui n'a pas été diagnostiqué comme tel, mais on voit que quand on regarde la volonté de faire de l'exercice physique et les échelles de mood, les échelles d'humeur, il y a une relation. Donc, il y a un peu une certaine asthénie de la personne âgée pour se lancer. Et également, on a constaté que lorsque c'était un exercice qui était fait seul, il était abandonné beaucoup plus vite que lorsqu'il était fait en groupe. Il y a également une motivation de l'entourage qui est importante. Par exemple, si la mamie va faire sa gym avec sa fille ou avec son fils, eh bien, l'observance, l'adhérence est également plus importante. Et puis, comme je l'ai montré dans la diapositive de l'étude française, je crois que c'est important de ne pas imposer un type d'exercice physique à personne d'ailleurs. Et donc, l'important, c'est cette dimension que je crois qu'on sous-évalue beaucoup trop souvent en médecine en général, c'est le patient doit être impliqué à tous les stades de sa prise en charge. Et dire au patient, allez faire du vélo, s'il n'aime pas le vélo, ça ne marchera pas. Lui dire, allez nager 3 fois par semaine, si
il trouve que l'eau est froide, il n'ira pas. Donc, il faut en parler avec. C'est là que les professionnels, je ne sais plus qui a posé la question, vous, monsieur, sur les professionnels de la santé, non médecins, jour leur rôle, c'est de s'asseoir avec le patient et de lui dire, voilà, il faudrait que tu fasses un peu d'exercice. On va commencer par 30 à 20 minutes par semaine. Qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Ça, c'est important. Et si vous ne faites pas ça, il n'ira pas. Hein? Je ne sais pas si c'est une question, mais merci pour la présentation. C'est une réflexion qui me venait de les résidents. Des résidents, donc des étudiants gratuits. Nous, comme médecins, la sarcopénie, on n'en parle pas tant que ça. En fait, probablement parce que dans nos populations, il y a des gens qui sont vraiment avancés dans différents problèmes de santé. Il y a une grande complexité. Fait qu'on parle plus d'une intervention par rapport à la fragilité qui inclut la sarcopénie. Puis, c'est un petit peu ça. C'est que je pense que la dimension est probablement avant. Puis, tu amènes certaines dimensions qui sont l'effort. Il y a, de façon générale, les gens, les êtres humains, l'effort, c'est un dépassement, puis on aime un petit confort. Je pense que la motivation, l'effort, puis ça m'amenait que dire que la nutrition et l'activité, en fait, c'est quelque chose qui est donné, qui est suggéré à tout le monde. Tandis que la médication dans la sarcopénie est vue un petit peu comme, je vous dirais, l'hypertension. C'est pour ceux qui ne sont pas capables de faire attention au niveau de l'alimentation, qui ne sont pas capables de faire de l'activité physique. Puis à ce moment-là, on va avoir le produit miracle qui va pouvoir ne pas nous obliger à faire très attention au niveau de la nutrition, puis pas nous obliger à faire très attention aux aliments. La tendance est un petit peu comme ça. L'autre aspect... Attendez, laissez-moi résumer dans le micro. Bon, vous me redirez si je n'ai pas tout retenu. Alors, au niveau de la fragilité, c'est la dimension inflammatoire. Vous n'avez pas parlé du tout dans la sarcopénie de la dimension inflammatoire. Alors, donc, ici, c'était une réflexion qui portait sur les jeunes médecins, en fait, qui trouvaient qu'on parlait peu de sarcopénie, qu'on parlait plus de fragilité, de frailty. Il y avait une dimension aussi qui était que l'être humain a une tendance à choisir la voie du moindre effort et que l'exercice, parfois la nutrition, c'est suggéré à tout le monde, mais ça nécessite une volonté personnelle de s'y engager et que la pharmacologie, c'était peut-être le ciel, l'état-providence et le ciel-providence qui permettait d'éviter de faire des efforts. Et puis, il y a une dimension, en effet, que j'ai pas beaucoup évaluée, qui est l'inflammaging, tout à fait, la notion d'inflammation subtile qui est associée au vieillissement et qui est associée à l'obésité, comme on le sait également. Alors, la première, que l'être humain soit paresseux, ça je vous l'accorde très volontiers, je crois que peu vont le contester. Qu'on n'en parle pas, mais je crois qu'on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de médicaments. Tout simplement. On n'en parle pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, le médecin, il n'est pas très motivé. C'est une maladie jeune. Hein. Il n'y a pas une société de sarcopénie qui est hyper active. Non, on a mis 20 ans avec l'IRF, on a mis 20 ans pour faire de grandes campagnes de sensibilisation à l'ostéoporose et on trouve toujours, on n'en parle pas assez, on trouve toujours qu'il y a ce qu'on appelle le treatment gap, un pourcentage de gens qui devraient traiter et qui ne le sont pas. Alors, quand vous avez une pathologie qui est jeune, qui est mal connue, dont personne ne s'occupe, et pour laquelle on n'a pas de traitement, ça fait beaucoup. Et il est bien clair que le jour où il y aura des budgets importants pour faire la promotion, dans le bon sens du terme, hein, la promotion de la sarcopénie, que les gens soient conscientisés. Quand je dis les gens, ça peut être les patients, ça peut être les médecins, ça peut être les payeurs, ça peut être les santé publique. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on puisse le diagnostiquer, il faut qu'on puisse le traiter. Tant qu'on n'aura pas ça, ça va poser problème. Alors, c'est vrai qu'il y a cette dimension de la fragilité qui rentre on en a parlé déjà du healthy aging de l'OMS aujourd'hui, vivons mieux, rajoutons de la qualité aux années plutôt que de l'année à la vie, hein, c'est un peu l'idée générale. Oui, mais je crois que la sarcopénie souffre de sa jeunesse, souffre de l'absence de solutions à apporter. Dirait quelqu'un, ben, t'es sarcopénique, mais je peux rien faire pour toi. C'est un peu la cancéro il y a 30 ans, hein. C'est dur. Donc voilà, alors, est-ce que le traitement pharmacologique est un traitement qui va empêcher, ou du moins qui va permettre aux gens de ne pas faire d'efforts? Je ne suis pas tellement certain. Si je regarde l'ostéoporose, toujours que je prends comme miroir, puisque c'est le même, mais 20 ans plus tard, plutôt,
les gens qui prennent des médicaments, aussi efficaces soient-ils, doivent quand même prendre du calcium et de la vitamine D. Et on leur recommande quand même aussi de faire un peu d'exercice. Donc, je ne suis pas certain qu'on va avoir de magic pill qui va dire, voilà, tu vas prendre ta pilule à 52 ans et tu n'auras pas de sarcopénie tout le reste de ta vie. Ce sont quand même des thérapeutiques probablement, enfin, d'après ce qui se développe aujourd'hui, ce sont les thérapeutiques qui devront être prises de manière relativement prolongée et de manière relativement répétitive. Et quand on a accepté l'idée d'une adhérence thérapeutique à une approche pharmacologique, on accepte plus facilement ce qui va autour, c'est-à-dire la nutrition et l'exercice. Voilà, mais vous avez vu, je n'ai pas été d'un optimisme délirant, je ne vois pas la magic pill arriver dans les 2-3 ans qui viennent. Hein. Ah oui, c'est parce que j'ai déjà parlé de beaucoup trop longtemps, mais il y a des très belles dias que Mylène connaît, où on voit le parallélisme des courbes, c'est juste fascinant. Quoi. Puis quand on voit les deux définitions, maladie systémique caractérisée par un déficit de masse, un déficit, enfin, c'est du copier-coller. On a 2 questions du public hybride. Mais tiens, alors si tu veux, comme ça je ne voudrais pas la répéter, je te les donne d'un coup. Vous avez dit, madame, que l'être humain est paresseux. Les 2 questions publiques, je te donne les 2. Ne pensez-vous pas que les payeurs vont considérer l'exercice et les protéines comme des standards of care, donc les standards qu'on devrait atteindre, et donc obliger les futures compagnies pharmaceutiques, ceux qui veulent trouver la pilule miracle, à se comparer à ce standard et non à rien? Je réponds à la fois, c'est plus facile, si tu permets. Alors, se comparer à ce standard, en fait, bon, ça c'est de la méthodologie d'essai clinique. Je pense qu'on sera dans la donne. C'est-à-dire que tout le monde va recevoir le standard of care et puis on rajoutera le médicament de l'autre côté. Mais ça, c'est normal. On a parlé de l'ostéoporose, on a toujours fait des études contre soi-disant placebo, mais c'était placebo calcium vitamine D depuis la nuit des temps. Donc il est certain qu'éthiquement, si on sait que l'exercice est bon et que la nutrition est bonne, on ne va certainement pas dire aux patients qui sont dans le groupe placebo, vous ne faites pas d'exercice pendant 2 ans, surtout vous ne mangez pas de protéines pendant 2 ans. Donc ça c'est tout à fait correct, je suis tout à fait d'accord, mais c'est un développement méthodologique classique, il y a une base éthique qui doit être respectée. De toute façon, aucun comité d'éthique au monde ne va accepter une étude dans la sarcopénie dans laquelle le groupe contrôle, le groupe placebo, ne recevra pas tout ce qui est considéré comme étant bon aujourd'hui, c'est-à-dire au minimum un apport nutritionnel protéique et un peu d'exercice physique. Alors la vitamine D, pas sûr. Pardon. La prochaine est un peu, comment on dit, tendancieuse, ou en tout cas un débat. Vous parlez de sarcopénie. Il y a quelques années, on parlait de séparer la masse, la sarcopénie, de la force, la dinapénie. Que devient cette terminologie? Serait-elle d'inclure dans le concept de sarcopénie de nouveau? Ben, je crois que tu connais bien parce que ça vient, c'est le professeur Robertin qui a commencé à lancer cette idée il y a quelques années. Donc, si le professeur Robertin l'a lancé, ça ne peut être que bon. Ça, c'est la première chose. Non, mais je crois c'est tout à fait pertinent. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce que j'ai essayé de vous montrer? Et qu'est-ce que j'ai vu en faisant la littérature? Mais c'est que la masse, ce n'est pas un critère diagnostique. La masse, ce n'est pas un critère d'évaluation. Donc, certainement, la dinapénie, me semble, est tout à fait opportune. Et dans je dis, ce qui est embêtant, c'est quand on parle de sarcopénie et qu'on met la masse de côté, il faudrait peut-être alors relabelliser. Mais relabelliser une maladie, ça veut dire perdre 15 ans. On va devoir rechanger la définition, enfin le cadre nosologique de l'ICD-10, ça va être la catastrophe. Donc, je crois que oui, il faut aujourd'hui qu'on se rende compte, et il y a un consensus, les Américains l'ont montré, les Européens l'ont montré, il y a un consensus pour dire, ben oui, il y a une perte de masse comme dans l'os, mais la perte de force, la perte de performance, en parallèle, est beaucoup plus importante que la perte de masse à elle toute seule. Donc moi, je suis entièrement d'accord, ça me paraît très juste. On va prendre une dernière question de quelqu'un qui n'a pas posé, donc il a rien. Et après, on va vous remercier, on va laisser du temps pour discuter. Déjà, merci pour la présentation. Et donc là, vous avez déjà mis très dans les débats le fait que c'est la forme qui compte sur la masse. Ou la performance. Ou la performance. Donc, si par exemple on veut planifier pour un bon vieillissement, est-ce que ça sera bien de faire beaucoup d'exercices sans les personnes qui font beaucoup d'exercices, par exemple musculation, est-ce que ça va donner un bon capital pour un bon vieillissement? Alors, la question est très intéressante et je vous en remercie. C'est
En gros, est-ce qu'on doit se faire un gros capital pour quand on va commencer à perdre? C'est comme un compte en banque. Est-ce qu'il vaut mieux avoir beaucoup sur le compte en banque pour le jour où on va commencer à dépenser? Alors, de nouveau, on peut faire une analogie avec l'os. Il faut d'abord voir la manière dont vous allez constituer votre capital. Et personnellement, j'ai quand même une toute petite fragilité psychologique vis-à-vis des bodybuilders qui très souvent ont un certain nombre d'anabolisants qui ne sont pas fortement recommandables. D'autre part, on sait quand même dans le bodybuilding que quand vous arrêtez, il y a une perte extrêmement rapide de la masse musculaire. Dans l'os, on a vu aussi qu'il y a un certain nombre de thérapeutiques anabolisantes, par exemple, tériparatide, abaloparatide, romosozumab, quand vous arrêtez, ça perd beaucoup. Donc, il n'y a pas... De toute façon, c'est bon de faire de l'exercice à tout âge. Je ne suis pas certain que ce soit bon d'en faire trop. Ça, c'est autre chose. Je crois qu'avoir un apport, une alimentation équilibrée à tout âge, faire de l'exercice à tout âge, c'est recommandé. Essayer de se constituer des masses musculaires de bodybuilder, je ne pense pas que ça tienne à l'évaluation parce que vous allez probablement perdre très rapidement. Et comme je dis, s'il y a eu des suppléments anaboliques et des choses comme ça risque de se retourner contre la personne après. Donc, je crois que l'être humain, je pense, est fait pour être équilibré. Tout ce qui est sans, tout ce qui est trop, n'a jamais prouvé à longue échéance d'apporter vraiment beaucoup de choses. Donc, je crois que c'est le système musculo-squelettique est une démonstration de in medio veritas. Il faut le faire, c'est bon, mais ça ne sert à rien d'en faire trop parce qu'on en paye les conséquences après. Et on te remercie pour cette belle présentation. Merci à vous tous.